Alors on le disait, pour comprendre les jeunes, il faut d'abord connaître leurs envies, connaître la façon dont ils communiquent, dont ils créent. Pas inutile, loin de là, de mieux faire connaissance avec cette génération connectée. C'est le thème de notre première partie. Pour nous en parler, j'appelle Françoise Hernaez, Fourier d'Ipsos Connect. Voilà, sur scène, bienvenue madame, et Romain Lejeune, responsable des études stratégiques de TF1, on peut les applaudir. Merci. Bonjour. Donc on va vous présenter en fait des résultats sur un format une trentaine de minutes avec Romain d'une étude qu'on a menée avec TF1 sur les millennials. Ce qui est intéressant sur les 15-24, c'est qu'on est un peu sur une cible, une population qui est à la fois de la génération X, de la génération Y, donc de la génération Y et de la génération Z. Les Z, c'est les moins de 20 ans, les Y, ceux qui sont un petit peu plus vieux. On a gardé le terme de millennials, parce qu'on trouve que ce terme américain est pas mal et intéressant. En général, dans les études générationnelles, ça peut être assez caricatural. D'un point de vue démographique, ça fonctionne bien. D'un point de vue d'une caractérisation, parfois, c'est un peu tiré par les cheveux, c'est réducteur. Mais là, c'est vraiment intéressant de le faire aujourd'hui, parce que ce dont on se rend compte, c'est que finalement, le consommateur de demain en dominante, c'est-à-dire dans 5 à 10 ans, on va passer d'une culture dominante boomers, des gens qui sont nés après-guerre, à une culture dominante de millennials. Et ça va faire une rupture, ça va passer par-dessus ma génération, la génération X, qu'on est peu nombreux, et donc on va passer d'un point d'équilibre de l'un à l'autre, qui est assez violent finalement, parce que ils sont nés dans la crise, ils ont toujours connu la crise, ils ont une culture digitalisée beaucoup plus importante, et donc ça va faire une rupture vraiment d'un point de vue culturel. Donc ce qu'on va vous présenter, moi je vais vous parler des valeurs. C'est une étude en fait qui est partie d'un desk research fondée sur toutes les études quanti comme Junior Connect, comme One Market, Cali, qu'on peut mener chez Ipsos, où je m'occupe du planning stratégique. Et puis ensuite d'une analyse sémio des publicités qui fonctionne particulièrement bien auprès de cette cible. Et entre-temps, Romain vous présentera tout un zoom sur leur consommation média et éclairera en fait le fait que un peu on a des idées reçues qui ne sont pas vraies quand on regarde vraiment dans le détail. Donc Régis parlait de la diversité effectivement de cette population. Ce que je vous disais, il ne faut pas être réducteur quand on parle d'une génération, mais on a quand même des valeurs communes très nettes qui apparaissent. Moi j'ai une formation de sémiologue au départ et j'aime bien les carrés sémiotiques, donc j'ai tendance à résumer en fait très souvent les analyses qu'on peut faire, que ce soit quanti, quali, avec ce type de mapping. Et on a 4 pôles de valeurs qui vont vraiment les caractériser à travers toutes nos études. La première qu'on a appelée le partage, ce sont vraiment un état d'esprit très collaboratif, une conscience collective qui est extrêmement présente. Cette dimension-là va être en tension, vous voyez la petite flèche bleue en diagonale, avec des valeurs d'individualité qui sont extrêmement importantes également. Donc le fait d'être unique, de revendiquer cette unicité. Troisième dimension très importante dans les valeurs, l'intensité. Alors vous allez me dire, de tout temps, les jeunes et les millennials sont dans l'hédonisme et l'intensité. Oui, sauf que là, ils vont être encore plus parce qu'ils ont des outils, c'est cette culture Snapchat d'immédiateté, qui vont accentuer cette caractéristique encore plus. Et cette dimension-là va être en tension avec une dernière caractéristique qui est encore plus vraie chez la génération Z, chez les moins de 20 ans, c'est une extrême détermination. Ils ont confiance en eux, ils se projettent dans l'avenir, l'entrepreneuriat ne leur fait pas peur, donc ça c'est une caractéristique très forte. On vous a résumé à chaque fois avec quelques chiffres clés ces postures. Donc sur le partage avec cette posture j'aime, le fait par exemple que dans cet hédonisme et ce partage, cette interaction avec les autres, 84% pensent que les nouvelles technologies leur rendent la vie plus facile et la déconnexion n'est pas quelque chose qu'ils attendent et qui est important pour eux. La culture collaborative, elle a été beaucoup explorée, notamment aux États-Unis, et avec beaucoup d'auteurs comme Jeremy Rifkin sur les collaboratives common. L'individualité
Elle est importante à considérer sur le fait de vouloir être unique. Alors on va voir ça après, comment les marques peuvent s'adresser à eux dans cette unicité. Et puis en même temps, le fait de ne pas vouloir être dans une case, d'avoir plusieurs facettes et de les assumer, c'est extrêmement important. Ça se cristallise souvent sur la thématique du genre. Alors avec des people comme Jaden Smith, qui est d'ailleurs une égérie de Vuitton en ce moment, qu'on trouve beaucoup, que ce soit en presse ou sur Pinterest. Et puis plein d'inconnus qui assument et qui parlent de leur part de féminité, leur part de masculinité. Là, on a les exemples aux États-Unis de Facebook qui proposent de ne pas cocher masculin, féminin, mais plein de possibilités différentes. Et moi, j'aime bien le petit bonhomme là qui évoque toutes les possibilités. C'est des blogs où on peut parler de son identité sexuelle, biologique, enfin avec un curseur, et on a plein de solutions. Donc la thématique du genre est abordée de manière très spécifique et emblématique de cet individualisme. Troisième valeur, je vous disais, l'hédonisme, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est la culture Snapchat. Là, on a remis 45% sont abonnés à Snapchat quand on est sur nos 15-24. Quand on est sur les moins de 20 ans, on est à 52% dans les derniers chiffres. Donc c'est quelque chose un phénomène très important. Dans les utilisations de Periscope, l'étude est un peu, maintenant, elle date d'1 an à peu près. Et donc en France, le décollage de Periscope s'est fait dans les 6 derniers mois. Donc on n'était qu'à 7%. Mais on pense que c'est un outil aussi qui va, dans les prochaines études qu'on va faire, apparaître de manière très importante. Donc ça, on a résumé avec ces petites images, là, hein, la différence boomers-millennials, avec cette espèce d'accélération qui se fait de manière très spectaculaire. Dernière valeur qu'on a appelée la détermination. On a remis ce chiffre là sur l'entrepreneuriat qui est très spectaculaire. Moi, ma génération qui avait 20 ans dans les années 80, on voyait que les gens se projetaient dans la réussite, c'était rentrer chez Danone, chez Peugeot, enfin voilà. Là, on a 50% des moins de 20 ans qui veulent être entrepreneurs. Donc la situation a changé, bien évidemment, l'environnement, mais il y a une adaptation qui est remarquable et intéressante qu'on va voir après tout à l'heure au niveau des valeurs. Mais là, je vais passer la parole. Ça, c'est des exemples hein, d'entrepreneurs très très jeunes qu'on peut trouver dans les médias un peu partout. Il y a une étude d'ailleurs de PwC qui est intéressante sur l'entrepreneuriat féminin. Je vous invite à voir aussi. Mais là, je vais passer la parole à Romain qui va vous parler de leur consommation média. Merci Françoise, bonjour à tous. Alors oui, c'est ce qu'on disait justement juste avant, les jeunes sont collaboratifs, sont hédonistes, sont slasheurs, sont entrepreneurs, mais on va rajouter quelques qualificatifs à cette liste. Ils sont évidemment mobinautes, socionautes, vidéonautes, gamers et catch-uppers évidemment. On commence tout simplement par les contacts médias et multimédia. Vous le savez tous, les jeunes sont très friands de médias, sont hyper connectés. 55 contacts médias ou multimédia par jour en moyenne pour un jeune de 15 à 24 ans. Ils sont évidemment servis par un développement des écrans, vous le savez, exponentiel. Un jeune aujourd'hui a accès en moyenne à plus de 9 écrans au sein de son foyer contre seulement 7 pour l'ensemble de la population française. C'est finalement comme si les jeunes recréaient au sein de leur cellule familiale un espèce de deuxième foyer multimédia. Ils ont la télévision dans la chambre, ils ont un ordinateur personnel, une tablette personnelle qui viennent s'ajouter finalement à l'équipement du foyer. Et cela fait que le taux de multi-équipement, comme vous pouvez le voir, est plus important que sur l'ensemble de la population française. Et puis le smartphone évidemment, l'équipement roi de cette génération. Vous voyez le taux d'équipement, 82%, si vous avez des jeunes autour de vous, évidemment, vous le savez, hein, le smartphone est greffé à la main. Et puis au-delà du taux d'équipement très important, c'est vraiment l'attachement que les jeunes entretiennent avec ce device. 88% estiment indispensable à leur vie leur smartphone. Et puis 73% des jeunes, alors je ne sais pas vous, mais nous disent que regarder le smartphone est la première chose qu'ils font en se levant le matin. Et Françoise me disait tout à l'heure qu'en se couchant, c'était aussi la même chose. Voilà, de quoi passer une bonne nuit. Quelques données qui illustrent cette hyperconnexion, une estimation médiamétrique qui nous donne 1h25 minutes. C'est le temps moyen de connexion à Internet quotidienne chez un jeune de 15 à 24 ans. Vous voyez, c'est très important que ça soit sur PC, mobile ou tablette. 75% de mobinautes quotidiens. 3/4 des jeunes se connectent quotidiennement sur Internet depuis leur smartphone. C'est vraiment des digital natives, hein, des jeunes qui sont nés avec cette technologie, qui sont très à l'aise avec cette technologie. 89%, donc quasi la totalité des jeunes nous disent que Internet, c'est l'innovation technologique des 30 dernières années. Alors, qu'en font-ils d'Internet ? Évidemment, et Françoise vous l'a déjà évoqué juste avant,
ils chattent, ils partagent, ils échangent sur les réseaux sociaux, et pour le coup les réseaux sociaux sont un outil formidable pour assouvir ce besoin de partage entre eux. 75%, 3/4 des jeunes se connectent quotidiennement à un réseau social. Vous voyez, la domination de Facebook à 84% n'est pas vraiment une spécificité de cette génération, et ce que Françoise vous disait tout à l'heure, 45% d'inscriptions sur Snapchat, 52% chez les 13-19, c'est bien ça, contre seulement 10% au sein de la population française. Il y a vraiment une surreprésentation assez dingue des jeunes sur ce réseau social. C'est un peu la même chose avec Instagram, où on fait 31% d'inscriptions sur Instagram auprès des 15-24, alors que là aussi c'est qu'à 10% au sein de la population française. Vous voyez des scores élevés de Google+ ou Twitter, mais ça ne fait pas vraiment une particularité de cette génération, puisque c'est aussi développé dans les générations d'après, d'avant plutôt, les boomers. LinkedIn, c'est encore plus le cas. Bien sûr, demain, tu le disais Françoise également, le sommet de l'instantanéité, Periscope, Facebook Live, qui permettent de live streamer en direct. Et puis, plateforme, et ça me permet de faire la transition avec ce slide, autre plateforme de live streaming, Twitch qui est un vrai phénomène, vous le voyez, 1,7 million de streamers par mois. Twitch est une plateforme où les jeunes se filment en train de jouer aux jeux vidéo, globalement c'est un petit peu ça, et c'est bien symptomatique d'un vrai phénomène de l'explosion du gaming en France, à tel point qu'on parle même plus de jeux vidéo, vous le savez, il y a des experts qui vont parler de ça à la fin du campus, on parle de e-sport. Vous voyez des scores de vues sur YouTube qui sont assez impressionnants, 65% des jeunes ont joué à un jeu vidéo en ligne au cours du dernier mois, et puis je vous présente, si vous ne le connaissez pas, Squeezie qui réunit 6 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube, plus de 2 milliards de vues depuis la création de sa chaîne en 2011, ce qui en fait la première chaîne YouTube. Squeezie est aussi quelqu'un qui commente et qui joue aux jeux vidéo sur sa chaîne. Dernier élément, évidemment la vidéo, les contenus gratuits sur Internet. 40% des jeunes 15-24 consomment quotidiennement, tous les jours, un contenu gratuit sur Internet. C'est assez énorme, et puis là, évidemment, vous connaissez ça très bien, on y fait de tout, les tutos beauté que la youtubeuse ici présente connaît bien, les clips, les extraits télé, les buzz, et parfois même les bad buzz, l'humour bien sûr, avec des personnages stars en France comme Norman ou Cyprien qui atteignent plus de 70% de notoriété sur cette cible des 15-24 ans, c'est assez énorme. Alors oui, les jeunes sont ultra connectés, sont digital natifs, c'est indéniable. Ça devrait évidemment continuer, voire s'accentuer dans les années qui viennent, ça c'est vraiment indéniable. Mais je tiens à vous rassurer quand même, et Médiamétrie nous l'apprend dans une étude de la fin d'année 2015, les jeunes continuent de sortir. Les jeunes ne sont pas asociaux, ne sont pas isolés, on est assez loin du cliché du jeune au fin fond de sa chambre en train de jouer aux jeux vidéo ou de chatter frénétiquement sur Facebook. Ils continuent de sortir, ils continuent de partir en week-end, ils continuent d'aller à des expositions, à des concerts. Alors, bien souvent, je vous l'accorde, avec un smartphone dans la main, mais en tout cas, ils continuent de se sociabiliser avec des vraies personnes. Et puis, ils continuent à consommer des médias traditionnels, et ça, c'est très important. Chiffre médiamétrique, 88% des jeunes 15-24 vont au cinéma au moins une fois par an. 75%, 3/4 d'entre eux consomment une station de radio chaque jour. Et puis, évidemment, la télévision. La télévision, on entend beaucoup dire que la télévision est morte, que la télévision n'a pas d'avenir, que les jeunes la désertent, qu'ils ne reviendront plus. Alors on s'est intéressé évidemment aux faits, on s'est intéressé à la DEI, la durée d'écoute individuelle, qui effectivement passe en 2010 de 1h49 à 1h35 en 2015. C'est bien la DEI sur un poste de télévision, et ça c'est important. Vous voyez, la baisse est somme toute relative, on perd 14 minutes en 5 ans, on est à un niveau d'1h35 qui reste supérieur, vous l'avez vu, à la DEI digitale d'1h25. Et puis, ce n'est pas tout à fait honnête de prendre en compte cette baisse, puisque finalement, il faudrait ajouter à ces 1h35 13 minutes. 13 minutes, c'est tout simplement la consommation télévisée autrement. Alors autrement, bien sûr, vous le savez, c'est le replay essentiellement. Aujourd'hui, 2/3 des jeunes 15-24 ans nous indiquent que le replay a changé leur façon de consommer de la télé. 1/3 d'entre eux regardent du replay au moins une fois par semaine. Et si on ajoute à cela le live digital, c'est-à-dire consommer la télévision en live sur un autre support que la télévision, qui est un phénomène encore un petit peu marginal, mais qui est très affinitaire avec cette cible des 15-24 ans, et ben on arrive à 13 minutes de connexion quotidienne, et donc à 1h48 de durée d'écoute individuelle de la télévision à Tawad.
Deuxième élément qui permet un peu de relativiser tout ce qu'on peut entendre sur le digital et sur le poids du digital versus la télévision. Finalement, on a voulu s'intéresser à la consommation globale de vidéos d'un jeune de 15-24 ans. Et vous le voyez, quand on somme la télévision en live sur le téléviseur, évidemment, le live digital, le replay et même le différé, on arrive à 70%. 70% de la consommation vidéo des 15-24 ans est encore portée par la télévision et ça aide vraiment beaucoup à relativiser tout ce qu'on peut entendre dans les médias ou dans les dîners sur l'avenir de la télévision. Autre chose, on a voulu s'intéresser évidemment au rapport qu'entretiennent les jeunes avec la télévision. Et puis on constate assez rapidement que c'est encore un rapport qui est très fort. Vous le voyez, 73% d'entre eux, 3/4 d'entre eux nous indiquent que si le téléviseur devait rendre l'âme demain, il le remplacerait immédiatement. C'est une phrase assez rigolote qui illustre bien finalement que les jeunes ont des rendez-vous sacralisés avec la télévision et ça continue, ça perdure, c'est pas fini. 72% nous indiquent qu'il y a certains programmes télé qu'ils ne veulent absolument pas rater. Évidemment, on pense, comme tu disais tout à l'heure Régis, à l'Hebdo Show, mais aussi au final de Koh-Lanta, au final de The Voice et à bientôt bien sûr à l'Euro 2016. La télé finalement, elle fonctionne un petit peu comme un repère dans une société où tout va très vite, où règne, comme tu le disais Françoise, l'instantanéité et la crise, malheureusement. Finalement, il y a un certain repère, un certain rendez-vous tout au long de la journée qui reste très important sur cette population. Vous le voyez, 2/3 d'entre eux continuent de regarder la télévision au dîner, et j'insiste, quelle que soit leur situation familiale, qu'ils soient avec leurs parents ou autonomes. Autre élément, puisque vous le savez, la télévision n'est pas qu'un média d'habitude, c'est un média plaisir. Quand on demande d'ailleurs aux jeunes d'associer des mots à la télévision, ils nous disent quoi? Ils nous disent divertissement, détente et plaisir. Ça veut bien dire qu'il y a aussi un côté très divertissant dans la télé, et vous le savez tous, 77% des jeunes pensent que regarder la télévision en fin de journée, c'est un vrai relâchement. Et au-delà de ce côté plaisir, on peut voir à travers cette étude finalement le pouvoir d'attraction, le pouvoir de rêve que procure encore la télévision chez certains d'entre eux. 52% des jeunes adoreraient participer à une émission télé. Alors on adorerait quoi? On adorerait partir sur une île sur Koh-Lanta ou gagner beaucoup d'argent sur Money Drop par exemple, comme vous le voyez. Dernier élément, un média de partage, et là aussi tu le disais tout à l'heure, très important, le partage, l'échange chez cette génération, pardon. Le partage, il commence au sein de la cellule familiale, au sein de la famille. Et finalement, la télévision fonctionne un petit peu comme un totem au sein du foyer où toute la famille se réunit. Vous le voyez, 68% d'entre eux prennent beaucoup de plaisir à regarder la télévision en famille. C'est vraiment le totem d'un espèce de cocon familial où on aime se retrouver, avoir des rendez-vous en famille. Et puis, la télévision fait parler, hein. Évidemment, elle fait parler sur les réseaux sociaux, mais elle fait parler évidemment à la machine à café ou à la cour de récréation quand on est encore au lycée. 62% des jeunes parlent souvent des programmes télévisés avec leur entourage. Donc oui, la télévision est un repère, ça peut être un totem, c'est évidemment un plaisir, ça fait encore rêver. Pour toutes ces raisons, la télévision évidemment a de l'avenir, et c'est même eux qui nous le disent. Vous le voyez, 87% des millennials nous déclarent que la télé restera importante en 2025 dans la consommation des Français, et même plus, 41% d'entre eux nous disent que la télévision prendra une place plus importante qu'elle n'est aujourd'hui en 2025. Alors oui, la télévision a de l'avenir. Elle a de l'avenir si elle sait évidemment évoluer, se transformer et saisir les opportunités offertes par le digital, évidemment, car le digital peut et doit être une force pour la télévision. On en est convaincu au sein du groupe TF1. L'avenir de la télévision, comme disait tout à l'heure Régis, elle passe par une télévision plus flexible. Évidemment, on en a parlé, le Atawad, le replay, le multi-écran, la continuité de visionnage, qui sont vraiment des enjeux très importants pour les groupes audiovisuels aujourd'hui et évidemment pour le groupe TF1. Et puis évidemment aussi l'enrichissement de l'expérience télé à travers les forces du digital. On pense là tout de suite évidemment à la personnalisation, à la recommandation, qu'elle soit sociale, voire algorithmique, et puis évidemment aussi au contenu enrichi via second screen, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les jeunes sont férus de multitasking et que du coup c'est une opportunité très grande pour nous de les adresser à travers le second écran pour une expérience plus personnalisée et plus immersive. Voilà, j'en ai terminé. Je laisse la parole à Françoise qui va vous indiquer quelques leviers de communication. Je reprends le relais en fait après cet exposé très riche et précis sur
sur la consommation média, juste pour vous donner quelques exemples de bonnes pratiques de marques dans la communication qu'elles peuvent avoir vers les jeunes, où on va retrouver en fait des marques qui vont s'appuyer sur les valeurs qu'on a identifiées tout à l'heure à travers nos études, et on va en partager quelques-unes. Donc, plutôt que des tendances, on a appelé ça des attitudes, des postures de marque qui vont être dans cette dimension de partage, de collaboration, de dialogue avec cette posture qu'on a appelée j'aime. Sur cette recherche d'inspiration créative identitaire pour l'affirmation de l'identité des jeunes, qu'on a appelée je suis. Je profite sur l'instantanéité, sur le fait d'être réactif, de savoir entrer vraiment dans le mood et dans l'intensité qui les caractérise. Et puis en même temps, savoir les prendre au sérieux avec cette dernière posture, je gère, et les responsabiliser. Donc en termes de bonnes pratiques, sur cette première posture qu'on a appelée j'aime, là c'est une campagne Levi's, il y a un levier important qui est de mettre en scène les love stories, les premières fois. Et on va voir à travers ce film on va voir, il est assez court, le film Levi's Live, qui fonctionne très bien auprès de cette cible sur l'accompagnement des premières fois. Donc il n'y a pas que l'amour, il y a aussi la famille, la complicité intergénérationnelle est aussi un levier qui fonctionne très bien vers cette cible. KFC l'a fait avec cette complicité père-fille, Burberry avec des différentes générations, Dop qui communique beaucoup sur l'intergénérationnel. On a aussi les marques qui vont valoriser la pause, le off, la digital detox, c'est un axe de communication très important de Axe avec l'Assise Mort. C'est également toute la nouvelle communication qui est un peu double d'Estée Lauder avec la nouvelle égérie Kendall Jenner qui est hyper connectée, et on se moque de cette hyper-connexion et du phénomène ce qu'on appelle le phubbing, où c'est le mélange entre le fun et le snobber en fait, qui est le fait de snobber l'environnement réel pour être en interaction avec son téléphone avant tout. Et la marque se moque de ces attitudes. Donc le digital detox, c'est une thématique qui les touche. Et puis dernière dimension dans cette dimension collective, collaborative, le fait d'être dans cette culture d'entraide. C'est la nouvelle plateforme de marque de Reebok. Ce sont toutes les opérations qui sont faites, G-Star, H&M, sur le recyclage et sur la sensibilité éthique qui les touchent particulièrement. À chaque fois, on a résumé, je ne vais pas détailler ici parce qu'on ne dispose pas de beaucoup de temps, mais les leviers qui sont à actionner et qui sont particulièrement importants pour cette cible. Donc ce sont des bonnes pratiques vraiment importantes à retenir. Sur la deuxième posture qui est intéressante, je suis, donc sur cette identité qui est revendiquée comme unique, on a beaucoup de marques sportives notamment qui vont être dans... je vais vous montrer un extrait du film H&M qui est pour la collection Conscious, mais qui est vraiment sur ne pas suivre les règles, ne pas suivre les préceptes, faire ce qu'on a envie de faire. C'est un peu le même discours qu'on a dans le film Adidas, et c'est quelque chose qui les touche et qui les intéresse. Le film H&M est très long, on va juste en voir quelques images pour que vous voyez un peu l'esprit. Wear brown shoes after 6. Wear a hat indoors. Wear a short skirt after 40. Wear a short skirt if you're a man. Try too hard. Don't try it all. Dress like a girl. Dress like a man. Dress like a teen. Stand out. Blend in. Mix prints. Mix pink and red. Donc voilà, on va interrompre là parce que le format, là c'est un format digital qui est assez long, mais c'est important de voir que ce discours vraiment d'injonction à être soi est fondamental. Le fait de ne pas être dans une case, je vous parlais du genre tout à l'heure, c'est pas un militantisme pour le genre, le transgenre, c'est vraiment simplement que le genre n'est pas une question. Et donc il ne faut pas les choquer ou les mettre dans une case, c'est quelque chose de très important pour eux. Toute la démarche d'Always est notamment intéressante, vous vous souvenez du film l'année dernière, et là on a tout un travail
qui est fait cette année sur la culture geek, qui est parfois très macho, et sur le fait de travailler sur les émoticônes qui ne soient pas trop stéréotypés dans la représentation de la femme. Enfin, il y a des choses vraiment intéressantes et qui les touchent. Après, vous avez toute la réflexion sur le agender, sur le gender fluid aussi, qui est utilisé par certaines marques. Le fait de jouer avec son image, jouer avec les selfies, qui est orchestré par pas mal de marques et qui fonctionne très bien vers cette cible. Et puis tous les castings où le consommateur est géré, il aime participer. Ce casting, par exemple, Cast Marc de Marc Jacob, a extrêmement bien fonctionné. Les recrutements des gérys qui se font via les réseaux sociaux, ça c'est une manière de communiquer qui les intéresse beaucoup. Voire même quand la marque se fait tendanceur et accompagne, leur fait découvrir, leur donne les moyens de découvrir des nouveaux talents. C'est ce que fait H&M Music, Dior l'a fait en partenariat, et également Pull & Bear avec ce groupe Shepard, dont ils ont fait la promotion, le lancement. Donc toutes ces attitudes-là sont extrêmement intéressantes. Valoriser la multiplicité des identités, ne pas enfermer dans une case, faire appel à ses personnalités, et puis être actif vraiment en recherche, c'est extrêmement important. Troisième dimension, avec cette image de Kendall Jenner là, dans une campagne Lauder, on a toujours évoqué le monde de la fête, de la nuit. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Vous avez Axe Boat qui existe depuis longtemps, des marques d'alcool qui animent beaucoup de choses la nuit. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir de plus en plus de marques d'hygiène comme Tampax ou Google sur ses applis qui mettent en scène ce monde de la nuit pour s'adresser aux jeunes. C'est quelque chose d'important. On va voir ce petit film Google, La nuit vous appartient. Envoie un texto à Julie. J'arrive dans 5 minutes. Montre-moi les cinémas. Les clubs les plus proches. Voici les résultats pour club. Alors il y a des choses plus classiques, travailler sur le graphisme, des musiques puissantes sont des campagnes qui vont surperformer auprès des jeunes, ou au contraire des messages extrêmement rapides, ludiques. Là on est dans les utilisations de YouTube, d'Instagram. Là il y a des nouveaux stickers qui existent sur Instagram avec lesquels on peut jouer. D'ailleurs on voit pas mal de gens qui jouent avec c'est un peu l'équivalent des filtres qu'on a sur Snapchat, où ce sont des filtres géolocalisés, là, comme le jeune homme avec les frites. Toys R Us a développé ça pour les plus jeunes dans ses magasins, McDo aussi en ce moment. Et donc, ça permet de se mettre en scène autrement et de jouer, en fait, avec le consommateur. On a aussi ces délires partagés, c'est intéressant par rapport à ce que disait Romain tout à l'heure. En haut, vous avez des images de films qui sont des films télé, comme ceux de Curly, de Skittle ou de Lacoste, qui sont un peu délirants ou très poétiques. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ils fonctionnent en synergie avec des dispositifs sur les réseaux sociaux, de jeux, qui rebondissent sur la campagne et qui les amènent un peu plus loin ou un peu ailleurs, comme Lacoste, avec Spot the Croc. Mais c'est vraiment intéressant de voir cette complémentarité dans l'intensité. Donc vraiment, la marque peut jouer avec ce côté déjanté. Elle ne doit pas se prendre trop au sérieux auprès de cette cible, et c'est vraiment quelque chose d'important. Toujours un peu en tension avec la précédente tendance. Sur cette posture, je gère, là c'est les casques Beats avec Neymar, on va quand même retrouver des fondamentaux importants qui est la confiance dans les égéries. Donc les footballeurs, les champions, ça marche toujours auprès de cette cible. On voit que les marques sportives, que ce soit Nike, Adidas ou les marques là, de casques Beats, le travaillent beaucoup. Ce qui est intéressant, que ce soit dans les dernières campagnes Nike ou Adidas, on n'est pas dans l'identification à un modèle ou un parcours, mais sur une diversité de parcours. Et à l'intérieur de cette diversité, l'idée que soi-même, on va se construire son identité. Je vous montre quelques images du film Adidas qui est sur les réseaux. Pareil, on va le faire un petit peu court, juste un extrait. These are not just my heroes anymore. They're my competition. I'll take from all of them and create something new. Voilà, ce qui est important, je voulais juste reprendre cet extrait parce que, en fait, il va s'inspirer de tous ces champions
et il va prendre ce qui l'intéresse pour créer quelque chose de nouveau et faire quelque chose de nouveau. Ça, c'est vraiment important. L'avant-dernière dimension, et c'est très important, il y a des marques qui ont vraiment bien performé comme Caisse d'épargne, des marques bancaires, sur cette cible-là, en disant on vous prend au sérieux, on vous respecte. Citadium, c'est pareil, nous ne sommes pas que des incultes, nous ne sommes pas que des abstentionnistes. Cette idée vraiment qu'il faut les respecter, et c'est quelque chose de très important, ce besoin de reconnaissance et d'accompagnement. Un dernier aspect, c'est la dernière slide, c'est le fait que pour eux, la marque commerciale et la marque entrepreneur, c'est la même chose. Donc il doit y avoir vraiment une cohérence entre les deux. Tout ce qui est signe envoyé vers cette cible sur la ressource humaine, extrêmement importante. Là, vous voyez des images de Crédit Mutuel, d'un dispositif de Levi's pour accompagner à créer sa propre marque, ou tous les témoignages en fait, de parcours, de carrière, de trajectoire chez H&M, qui sont des dispositifs qui les intéressent particulièrement et qu'il faut retenir. Donc voilà des éléments un peu qui sont des bonnes recettes. Ce qui est vraiment important au global, c'est de dialoguer avec eux, d'alimenter leur soif créative, leur volonté d'être différent, de savoir ne pas trop se prendre au sérieux quand on est une marque, tout en les prenant vraiment au sérieux et en reconnaissant leurs valeurs, en respectant leur identité. Donc voilà quelques éléments à retenir. Et je pense que les équipes après de TF1 sont à votre disposition si vous avez des questions sur l'intégralité de l'étude. Voilà, merci beaucoup. Ils vont faire des heures sup à TF1. Merci beaucoup Françoise. Merci Romain.